Bonjour, nous voici réunis pour un nouvel épisode de Pas vu à la télé. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Issa Coulibaly, que voici. Bonjour. Bonjour. Bon, on va parler d'un problème très particulier. Et c'est justement le problème, c'est qu'il est particulier. Il ne concerne que peu de monde, et c'est justement le problème, ça concerne peu de monde. Si bien que tous les autres ont l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ça s'appelle le contrôle au faciès. Bon, avant d'en parler, on commence par un petit zapping qui nous met dans l'ambiance. En France, pour effectuer un contrôle, les policiers doivent avoir des raisons plausibles de soupçonner un délit. Un noir et un arabe avaient respectivement 6 et près de 8 fois plus de chances d'être contrôlés qu'un blanc. Vous êtes déjà fait contrôler par la police? Pour quelle raison? Vous marchez. Vous marchez, voilà. L'habitude de toujours se faire contrôler. Mais je suis sûr que si j'étais d'une couleur différente, je l'aurais dit, mes papiers sont en règle. Et il arrive et il y a un garde-masseur et tout, il lui dit « Toi, tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule, tu fermes... » Mais il l'a dit 3-4 fois, à tel point, enfin je veux dire, il était comme si il avait perdu le contrôle. Je lutterai, non pas contre les contrôles d'identité qui sont nécessaires, je lutterai contre les contrôles aux faciès qui sont inacceptables. Les policiers vont-ils devoir délivrer un reçu à chaque contrôle d'identité? C'était une proposition de François Hollande pour lutter contre les contrôles aux faciès. Cette annonce a immédiatement braqué l'ensemble des syndicats de police contre leur nouveau patron. Ça compliquerait le travail. À partir du moment où ça fait de la paperasse supplémentaire, à partir du moment où ça serait susceptible de créer des fichiers supplémentaires, et puis lorsqu'une personne exhiberait le récépissé, eh bien, il faudrait la recontrôler pour savoir si elle est bien la titulaire et la bonne personne sur le récépissé. Donc tout ça n'a pas de sens. Il apparaît clair que c'est une préoccupation pour de nombreux citoyens qui sont quotidiennement, pour la plupart, victimes d'une discrimination majeure. Des députés PS et écologistes ont proposé la mise en place d'un récépissé dans le cadre du projet de réforme pénale. Amendement rejeté, le ministre de l'Intérieur estime que les contrôles aux faciès sont des cas isolés. L'attestation de contrôle d'identité, ça fonctionne à New York, ça fonctionne à Toronto, ça fonctionne dans des villes en Espagne, ça fonctionne à Londres. 294 plaintes pour discrimination en 5 ans. Rapporté au nombre de contrôles qui ont eu lieu pendant ces 5 ans, ça montre que le phénomène est totalement marginal. Parce que le noir est suspect. Bon, alors, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'y avait pas de problème. Pourquoi on fait cette émission là? On se le demande. Hein. Ah bah ouais, je sais pas, je crois que je vais rentrer chez moi alors. Il y a un problème, et tout le problème, c'est l'invisibilité du problème. D'accord. C'est que le problème concerne une certaine catégorie de la population dont on ne fait pas grand cas. Je veux bien croire à son chiffre de 294 plaintes en 5 ans. Je veux bien y croire, je le comprends. Il y a une énorme résignation qui fait que, voilà, aller voir la police pour se plaindre du comportement de la police, pour beaucoup de gens, ça n'a absolument aucun sens. Ouais. C'est curieux qu'ils ne soient pas posé la question, parce que c'est la première idée qu'on a, on se dit, mais c'est évident que tu ne veux pas aller à la police, te plaindre de la police, c'est difficile en tout cas. La police t'a contrôlé. C'est très difficile. Et puis la deuxième chose dans son intervention, c'est par rapport aux multitudes de contrôles d'identité qui existent, il est incapable de donner un chiffre. Il n'y a absolument aucun chiffre sur les contrôles d'identité en France. Personne n'est en mesure de dire combien il y a de contrôles par jour, par mois, en fonction des lieux. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune statistique sur le sujet? Vous êtes sûr de ça? C'est le seul acte de procédure pénale qui ne donne lieu à aucune trace. Aucune trace. Donc, on voit toute la discrétion qui est laissée aux policiers pour faire un petit peu ce qu'il veut. À partir du moment où le contrôle ne débouche pas sur quelque chose, donc une arrestation, une poursuite quelconque, il n'y a absolument aucune trace. Et c'est un des gros problèmes. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison de me dire ça. Je me souviens du débat, il y a bien des années de ça, au Parlement, on traitait des contrôles aux alentours des gares. On trouvait que c'était abusif, on était un certain nombre à trouver ça. Mais vous avez raison, on aurait dû penser à l'idée, comment contrôler une chose pareille, comment avoir une idée de l'ampleur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de contrôles d'identité? Alors, c'est pas qu'un sentiment, hein, c'est un sentiment personnel et partagé par énormément de personnes. Le problème des contrôles d'identité, c'est pas un problème, hein. Le seul souci, c'est que les contrôles au faciès, les contrôles abusifs, ceux qu'on dénonce, sont basés sur l'apparence des personnes
et pas sur leur comportement. Peu importe le nombre de contrôles, s'il est basé sur le comportement de la personne. Voilà, il a eu une attitude, il a fait un geste, il correspond à... Ça peut se comprendre. Mais le simple fait de se faire contrôler pour son apparence, alors c'est la couleur de peau, beaucoup. Vous voulez dire, il n'y a aucune raison particulière. Il n'y a aucune raison particulière. L'ultra-majorité des contrôles, et ce qui le montre bien, parce qu'en France, il n'y a pas de chiffres, donc c'est assez difficile à démontrer, mais du coup, c'est aussi assez difficile à démentir, c'est dans les autres pays européens. L'extrême majorité des contrôles ne débouchent sur rien. Donc, dans le meilleur des cas, merci, au revoir, et dans le pire des cas, vas-y, dégage maintenant. C'est vraiment l'ultra-majorité des contrôles. C'est ça que vous êtes en train de Oui, c'est les raconter, formules c'est des ce policiers, c'est comment le contrôle se termine. Il s'est rien passé, c'est absolument invisible. Et toute la question, c'est comment rendre ça visible. Ça a un impact. Ça a un impact. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être en tant que jeune. Moi, j'ai grandi dans ce quartier, là, juste autour. En tant que jeune, d'être contrôlé très souvent par les policiers. Mais qu'est-ce que vous appelez très souvent? Très souvent, alors ça peut être plusieurs fois dans la même journée. Ça oui. peut être plusieurs fois dans la même journée. C'est pas tous les jours, plusieurs fois, mais ça peut être plusieurs fois dans la même journée. C'est très souvent entre 12-13 ans et la vingtaine d'années, parce que c'est quelque chose qui se concentre. Et c'est tout le problème, notamment sur ces âges-là. C'est plusieurs fois par semaine, c'est plusieurs fois par mois. Alors ce point est le plus important dans notre entretien, parce qu'avant qu'on se voit, j'ai fait des petits tests avec mes amis, en demandant qui avait déjà été contrôlé et combien de fois. Et ce qui était extraordinairement surprenant, c'est que personne n'avait jamais été contrôlé, jamais, de sa vie. Si bien qu'on était tous, en parlant, sidérés de se dire « Ah bon ?» mais qui est contrôlé au juste? Évidemment, je répondais, justement, on va en parler, regarder l'émission et tout ça. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est cette invisibilité qui fait qu'on n'en parle pas. C'est ça. Mais vous, alors, quelle est la réaction? Moi, j'imagine ce que ça peut être, si vous me cherchez comme ça. J'imagine la réaction de plein de gens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Le sentiment, c'est l'humiliation. C'est clairement l'humiliation. Pourquoi l'humiliation? Parce que on ne l'explique pas. On est incapable de mettre un raisonnement derrière le comportement qu'on a face à nous. Voilà, d'accord. Donc c'est vraiment un sentiment fort d'humiliation. Et puis, voilà, pour un gamin de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est très compliqué de comprendre. Et puis c'est la construction du rapport à la République, à la communauté nationale. C'est clairement une manière de dire toi, vous êtes sur le côté, vous n'êtes pas comme les autres. Je pense que ça a énormément d'impact dans la construction des jeunes dans les quartiers comme celui-là, par exemple. C'est un phénomène qui se concentre beaucoup au-delà des gares, au-delà des points de passage. C'est un phénomène qui se concentre énormément dans les quartiers populaires. Attendez, on va s'attarder un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? On ne parle pas de contrôle dans les gares, dans les aéroports, on parle dans le quartier. On parle aussi de cela, parce que cela aussi, et il y a une étude en 2009 qui l'a montré très clairement. Ils ont fait une étude scientifique, irréprochable, qui est unanimement, dont la solidité est unanimement reconnue. Ils ont fait ce contrôle-là au niveau des gares. Et au niveau des gares, ils ont montré que les contrôles étaient très majoritairement basés sur l'apparence des personnes et pas sur leur comportement. Qu'un noir avait 6 fois plus de chances de se faire contrôler qu'une personne perçue comme blanche, qu'un arabe avait, une personne perçue comme arabe, avait 8 fois plus de chances d'être contrôlée qu'une... Et puis, ils ont montré comme ça tous les éléments d'apparence qui pouvaient entrer en jeu dans la sélection par rapport à la population disponible pour être contrôlée. Ça va être les jeunes, ceux qui ont un style vestimentaire identifié comme jeunes, ceux qui sont un petit peu à la marge. C'est quelque chose qui va toucher aussi, je sais pas, les gothiques. Donc il y a vraiment un fort prisme sur l'apparence dans la sélection des contrôles d'identité. Oui, donc ça, c'est la question des gares. D'accord. Mais
Je ne dis pas que ça soit excusable parce que c'est une gare. Non, hein, non, non, mais bien sûr. j'avais du mal à comprendre pourquoi, dans le lieu de résidence où la police est quand même, c'est la police du coin. Donc, Absolument. au bout d'un moment, tout le monde Absolument. connaît tout le monde. Et ce qui est aberrant, c'est que moi, plusieurs fois, ça a été Issa, tes papiers. Ah Donc ouais. le policier savait exactement. Donc le contrôle avait un autre objectif que simplement de contrôler l'identité de la personne. Et donc voilà, on essaye de comprendre, on essaye d'expliquer. Et en fait, c'est quelque chose qui relève de la relégation sociale. C'est très dur à vivre. Mais attendez, qu'on comprenne bien ce point. Donc, vous êtes dans votre quartier. Dans ma rue. Vous habitez d'habitude. Les policiers qui sont là, c'est ceux du commissariat c'est du quartier. du poste qui est à 50 mètres. Voilà, donc tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît c'est tout le normal, monde, tout le monde voit tout le monde plusieurs fois par jour. Bon, et quelle est l'explication qui est donnée quand... Alors là, vous êtes contrôlé combien de fois, on va dire, dans une journée? On va parler de vous, hein, comme ça. Moi, j'ai été contrôlé 3 fois, 4 fois dans une journée. La plupart du temps, il n'y a aucune explication qui est donnée. Même quand elle est demandée, pourquoi vous me contrôlez, il n'y a absolument aucune explication qui est donnée. Même quand on demande. Même quand on demande. Et au contraire, le fait de demander, ça peut être quelque chose qui va faire monter la tension et faire dégénérer le contrôle. C'est un des autres problèmes du contrôle, c'est que à partir du moment où on n'est pas résigné, on ne baisse pas la tête, on ne baisse pas les yeux, voilà, en croisant les doigts pour que ça se finisse le plus vite possible, il y a de très fortes chances que ça dégénère. Ça dégénère en invective verbale, en coups. Oh. Et puis ensuite, beaucoup plus grave, en outrage et rébellion. Enfin, voilà. Comment ça, outrage et rébellion? Vous vous rébellez, vous outragez? Non, on ne se rebelle pas, on n'outrage pas, on n'en est absolument pas là. Mais le fait de demander aux policiers pourquoi on contrôle, le fait de contester quelque part verbalement, même sans... C'est la porte ouverte à l'accusation d'outrage. Ça va très vite. Absolument, c'est l'accusation et les conséquences derrière. Parce que c'est de la prison, c'est des fortes amendes. Et puis, il y a aussi un système qui fait que un policier qui va porter plainte pour amende va recevoir des dommages à intérêt pour lui. Donc, il y a aussi une espèce d'incitation à l'outrage. Donc, le fait que le contrôle d'identité ne soit absolument pas réglementé ouvre la porte à énormément de choses, énormément de conséquences. Après, je vous épargne le circuit. On se retrouve en prison pour outrage à cause d'un contrôle qui a dégénéré. On se retrouve dans l'école du crime, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées dans ce contrôle d'identité, dans ce contrôle au faciès. Aujourd'hui, on parle beaucoup de radicalisation diverses et variées. Pour moi, le fait, par exemple, de ne pas voter, c'est une forme de radicalisation. La radicalisation religieuse, politique ou quelle qu'elle soit, je pense que pour les populations qui vivent dans les quartiers, elle a beaucoup de racines dans ces premières expériences très difficiles vécues. Et puis la police dans les quartiers, c'est la seule institution à laquelle un jeune fait face. Il y a l'école, bien sûr, heureusement. Mais dans un rapport beaucoup plus long et assez différent quand même. Mais pour un jeune dans un quartier, l'État, c'est la police. La République, c'est la police. Énormément, beaucoup. Plus que l'école. L'école, du fait que ce soit quelque chose de quotidien, c'est plutôt des personnes. Ça va être un attachement très personnel aux profs, aux différents personnels de l'éducation nationale. On ne va pas forcément faire le lien tout de suite avec l'État, la République. Mais le policier, donc c'est ça. Il a l'uniforme. Et puis, et donc, pendant tout un temps de construction, c'est lui qui va représenter l'État, la République. Et puis, donc, son comportement va forcément influer sur la perception que la personne va en avoir de cette République. Oui, moi je vous crois volontiers, parce que il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, on observait que dans certains cas, les contrôles permanents sur un type de population, du type tous les habitants, tous les jeunes de tel quartier, peu importe qui c'était. En fait, il faut bien avouer que ça se concentrait quand même toujours sur les mêmes. Ça finissait par rendre ces jeunes hommes absolument fous de rage. Et il y avait ce que vous décrivez, c'est-à-dire tout d'un coup, un jour ça éclate, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est le 3e, le 4e contrôle, et on a affaire à des jeunes, comme tous les jeunes du monde, quoi, qui ont un rapport tendu à l'autorité, déjà celle de leur père. Alors, absolument. Et un jour, on est à Clichy-sous-Bois, on a 15 ans,
Et on part en courant parce qu'il y a des policiers qui veulent nous contrôler. Et on meurt. C'est ça pour vous l'origine de ce drame-là? Enfin, oui, faut vraiment s'enterrer la tête dans le sol pour ne pas voir que c'est ça. C'est que ça. Et c'est absolument ça. Et puis tout le monde, enfin, il me semble qu'aujourd'hui, tout le monde en convient. Ce n'était pas le cas tout de suite. Il y a eu énormément de contestations. On a expliqué que c'était des malfrats, etc. Oui, mais, enfin, voilà, quoi. C'est pas rien. Et c'est une blessure, vous dites, et ça reste. Oui, absolument, ça reste. Alors, la vie n'est pas faite que de ça, heureusement, parce que sinon, on serait dans un sale état. Mais absolument, ça reste. C'est profondément ancré. Et donc, d'où l'intérêt d'essayer de lutter contre ça, d'essayer de faire prendre conscience au plus grand monde de ces choses-là. Hein, parce que comme vous le dites, moi aussi, j'ai énormément d'amis voilà, qui ont, parce qu'ils n'ont pas vécu dans ces quartiers-là, et pourtant, ils ont des couleurs de peau douteuses, on va dire, en rigolant. Parce qu'ils ont la bonne couleur de peau, ils n'ont jamais vécu ça. C'est vrai. Ils n'ont jamais été contrôlés. Et puis, il y en a certains qui l'ont été une fois. Et comme par hasard, cette fois-là, ils étaient avec un noir, ils étaient avec un arabe. Il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont vécu indirectement. Ou bien deux personnes, une blanche et une noire qui se baladent ensemble, le policier vient faire son contrôle et ne contrôle que le noir. Oh. Et même la personne perçue comme blanche qui est à côté insiste pour être contrôlée aussi, parce que c'est son ami, il veut essayer d'être dans une forme d'équité. Non. C'est très courant. Très courant. C'est très courant. Non, vous êtes anti-flic ou quoi? Non, moi, non, vraiment, aucunement. À mon avis, pour arriver à faire quelque chose sur cette question-là, il faut le faire avec la police. Il faut que l'institution policière prenne conscience de ces dérives et participe à les résoudre. C'est aussi simple que ça. Bon, alors justement, on a une question là-dessus, on va la regarder. Bonjour Jean-Luc, bonjour Issa. Pour régler le problème des contrôles aux faciès, ne faudrait-il pas travailler sur la formation des policiers? Merci. Alors oui, bien sûr que la formation des policiers, c'est un des axes sur lesquels il faut travailler. Aujourd'hui, les policiers n'ont pas de règles précises sur... Ils ont une formation, mais le contrôle d'identité, ça reste quelque chose d'assez flou. Je me pose vraiment la question de ce qu'on leur enseigne. Mais on voit que pour résoudre la question du contrôle aux faciès, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, et notamment la question de la formation. Donc, dans le cadre de la lutte contre ces contrôles, moi, je participe à une plateforme d'associations, une dizaine d'associations, de syndicats, d'associations de lutte pour les droits de l'homme, qui se sont mises ensemble au moment du renoncement de Hollande à son engagement numéro 30, hein, parce qu'il y avait eu toute une lutte qui avait abouti à lui faire intégrer dans sa campagne de 2012 l'engagement de lutter contre ces contrôles aux faciès. On l'a vu dans le zapping au début. Mais très vite, ça a été, à ce qui me semble, son premier renoncement. En juin, c'était enterré. En juin 2012, c'était enterré. Il y a eu une polémique. Une petite polémique, une intervention, 2 interventions, 3 interventions du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, des syndicats, et hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc la vitesse à laquelle on a été trahis, parce que c'est vraiment le sentiment qu'on a eu, ceux qui avons lutté pour que cet engagement soit pris et pour que les populations dans les quartiers entendent que cet engagement avait été pris. Donc c'était pas rien, il y a énormément de gens qui se sont impliqués et qui, si à la prochaine campagne, ils retournent dans leur quartier pour dire il faut voter, ils vont se faire cracher dessus, c'est sûr et certain. Donc c'est pas rien ce qui s'est passé sur ce reniement. Et donc ces différentes associations se sont mises ensemble pour essayer de maintenir la question dans l'actualité. On commençait par mettre en place 6 propositions, parmi lesquelles la formation des policiers, c'est un élément très important, la prise de conscience
de ces dérives de l'institution, elles passent notamment par les éléments qui sont donnés au cours de la formation. Pardon, je voudrais juste vous interrompre sur ce point. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de dérive, je comprends pourquoi. Mais je voulais vous dire une chose, monsieur Coulibaly. Figurez-vous que c'est le point de départ qui n'est pas acceptable. Parce que maintenant, on s'est habitué. Mais un contrôle d'identité, ce n'est pas acceptable. On a le devoir de faire un contrôle d'identité quand il y a un comportement qui paraît délictueux. Absolument. Mais le contrôle d'identité comme ça, pour dire, bah, tiens, on contrôle l'identité des gens, normalement, dans un état de droit, ce n'est pas normal. Absolument. Donc déjà, le contrôle d'identité sans objet est en soi condamnable. Absolument. Et il ne faudrait pas que, moi je le dis très tranquillement, que parce qu'il y a la crainte du contrôle au faciès, on finisse par oublier que c'est contrôler l'identité qui est un problème. Absolument. Les gens, ils sont tellement habitués. C'est ça. Hein? Mais en fait, ça ne touche pas grand monde, finalement. Parce que dans la pratique, c'est vraiment concentré sur des populations invisibles, à moindre capacité à se faire entendre. Et c'est vieux. C'est des choses qui étaient déjà énoncées dans le rapport Guichard de 1976. Ah bon. C'est ce qui constitue la base de la marche contre le racisme et l'égalité en 1983. La marche oubliée, celle qui est dite Deber. On l'a oublié, mais le point de départ, c'était ça. Alors, à l'arrivée, ça aboutit sur plein de choses, la carte de 10 ans pour les résidents, etc., qui sont des très bonnes choses. Mais le point de départ, c'était ça. C'était le rapport police-citoyen par rapport à certains citoyens. C'était le contrôle aux faciès, c'était le harcèlement policier sur certaines personnes. Donc, ça fait 30 ans, 40 ans que c'est une revendication des populations des quartiers populaires. Mais alors, donc, on peut s'asseoir dessus en un mois après son élection. Excusez-moi, je vous ai interrompu. On revient à l'essentiel. Non, on y est dans l'essentiel. Mais c'est moi qui vous ai interrompu. Vous étiez sur le point 1 de la plateforme des associations qui sont regroupées. Donc, c'est ces fameuses propositions. Donc, il y en a 6, vous avez Il y en a 6. La première, c'est la réforme du contrôle d'identité. Mettre clairement, parce qu'aujourd'hui, l'article 78.2 du Code de procédure pénale qui encadre les contrôles d'identité est trop flou. Et permet cette discrétion. C'est le point, à mon avis, fondamental. C'est exactement comme vous disiez, de clairement mettre dans la loi que seul le comportement, alors c'est pas formulé comme ça, mais seul le comportement doit guider le contrôle d'identité. Bien sûr. Le comportement, un signalement précis d'un fait qui vient de se dérouler, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, dans l'article, il y a 4 alinéas. Et en gros, si on fait la synthèse, je vous épargne l'analyse de chacun des alinéas, je pourrais la faire, mais on peut contrôler qui on veut quand on veut. Et c'est tout le problème, exactement comme vous disiez. Le deuxième point, je reprends... Allez-y. Je me permets, je ne suis pas encore un expert de la parole. Le deuxième... Même les experts. Même les experts super, ils jouent au prompteur et compagnie. Donc, nous, on n'a pas de prompteur. Absolument. Et ni d'oreillette. Absolument. La deuxième chose, c'est l'encadrement des palpations de sécurité. Ce qu'on appelle les palpations de sécurité. Parce qu'une des dimensions humiliantes du contrôle d'identité, c'est pas de présenter ses papiers. C'est qu'il est systématiquement accompagné d'une fouille, d'une palpation de sécurité, comme elle est appelée dans le jargon technique. C'est pareil, ça fait partie des dimensions humiliantes. Un policier sait très bien ce qu'il faut faire pour accentuer cette humiliation, accentuer cette forme de pression sur une personne. Et puis, enfin voilà, ça ouvre. Vous avez peut-être suivi l'actualité d'il y a quelques mois. Il y a des jeunes qui ont porté plainte dans le 12e. Et parmi les éléments sur lesquels ils portaient plainte, il y a certains policiers qui s'amusaient à leur mettre des doigts dans les fesses pendant les contrôles d'identité. Pour moi, ça s'appelle une agression sexuelle. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent aller très loin. Et bon, voilà. Donc, la gradation entre une palpation normale pour s'assurer que la personne n'a pas d'objet dangereux pour la sécurité du policier et en arriver à des agressions sexuelles, il y a quand même une gradation. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il est possible pour un policier de faire. Donc, il s'agit d'encadrer juridiquement cette pratique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La troisième proposition, c'est le récépissé. La remise d'un récépissé à chaque contrôle d'identité. Ah oui. Bon, alors justement, là, on a une question et on va la regarder.
On parle d'état d'urgence, on le combat pour certains, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des millions de personnes, des quartiers entiers vivent dans une ambiance d'état d'urgence, et ça depuis des décennies. Le contrôle au faciès, c'est le contrôle permanent d'une partie de la population. Au Royaume-Uni, où je me rends régulièrement, la police donne un reçu après contrôle, j'en ai moi-même fait l'expérience. D'autres pays ont ce genre de pratique. Pensez-vous que ce genre de mesures soit suffisante? Merci. Alors? Oui, absolument, c'est nécessaire. Ce récépissé est absolument nécessaire. Toutes les expériences qui ont été suivies, qui ont été documentées à l'étranger le montrent, mais ce n'est pas suffisant. La question c'est, est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut un ensemble est-ce qu'on de peut mesures. comprendre comment ça marche? Parce que c'est absurde. Mmh. Vous vous faites contrôler, on vous donne un récépissé, puis quoi, la fois d'après, vous sortez le récépissé? Non, absolument pas. Et c'est comme ça que la mesure a été discréditée pendant, justement, après l'élection de M. Hollande. Au moment du reniement sur cet engagement numéro 30, oui, ça a été présenté comme une espèce de passe. Oh, je me fais contrôler une fois, et puis d'un seul coup, je peux sortir, voilà, j'ai une carte, vous ne me contrôlez plus, ou bien je la passe à mon copain, etc. etc. C'est absolument pas du tout ça l'objet du récépissé. L'objet du récépissé, il est au moins double. Il est déjà d'avoir une traçabilité des contrôles d'identité. Aujourd'hui, personne dans le pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est capable de dire combien il y a de contrôles d'identité. On ne peut pas dire que dans les quartiers populaires, il y a plus de contrôles d'identité qu'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune trace, il n'y a aucun chiffre. On peut pas. Il y a eu une condamnation, par exemple, de l'État en juin 2015. L'État a été condamné pour contrôle au faciès. Et une des raisons pour lesquelles il a été condamné, c'est qu'il était incapable de dire qu'il n'y avait pas eu de contrôle. Il n'y a aucune trace. C'est le seul acte de procédure pénale qui ne laisse aucune trace. Donc le récépissé vient combler ce manque flagrant, criant. C'est la transparence de l'action du service public, tout simplement. Donc, c'est absolument nécessaire. Un autre point sur lequel le récépissé vient, c'est, et il y en aura un troisième, c'est le policier. Le policier, avant de faire le contrôle, il va devoir se mettre en situation et se dire, bon, bah, quelle case je vais cocher dans le récépissé? Il va falloir qu'il motive son contrôle. Et donc, il va falloir qu'il se remette dans le contexte de « Ah, le contrôle, je dois le faire s'il y a un comportement suspect. Là, j'allais le contrôler, mais a priori, il n'y a pas... » Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire baisser, diminuer le nombre des contrôles. Et ça, les expériences à l'étranger l'ont très bien montré. En Espagne, je me souviens d'une expérience en Espagne. Alors, ils ont mis en place tout un tas de mesures, dont le récépissé, dont des éléments de formation, etc. Et ils ont divisé les contrôles par 2 et ils ont multiplié leur efficacité par 3. Ça veut dire qu'en suivant ces critères-là, en ne contrôlant que les personnes qui ont un comportement suspect, il y a moins de contrôles et les contrôles sont plus efficaces. Pourquoi? Parce que le comportement est forcément un critère de sélection et d'investigation beaucoup plus pertinent que l'apparence. Bien sûr. Tout simplement. Donc, dans une période de vache maigre budgétaire, par exemple, c'est du temps pour les policiers pour faire des choses plus utiles à nous tous, lutter contre le terrorisme, mais enfin, monsieur contre le hooliganisme. À quoi servent ces contrôles? Bah, c'est toute la question. C'est toute la question. Est-ce que vous avez une réponse, vous? Parce que... bah, ils sont inefficaces, ils produisent de la relégation sociale. Moi, c'est ce que je peux observer de la place où je suis. Ils ont aussi en partie une efficacité. Hein. Il y a des contrôles qui débouchent sur quelque chose. En fait, sur l'atteinte des objectifs chiffrés des policiers. La sixième proposition, si je la reformule, de la plateforme, c'est revenir sur la politique du chiffre en matière de sécurité. C'est un mouvement qui date des années 2000 à peu près et qui va en se renforçant. On demande aux policiers de faire tant d'affaires. Et pour aller vite, les infractions les plus simples pour atteindre ces chiffres, c'est les infractions à la législation sur les stupéfiants et les infractions à la législation sur les étrangers.
Et c'est sur les les deux outrages, choses. Monsieur Koulibaly, c'est très facile de Ça aussi, vérifier ce qu'on provoque exactement, soi-même. exactement. C'est par exemple, très bonne. Merci. J'y avais pas pensé, mais. Ah mais, ben, ça mais aide pour les absolument. chiffres. Je vous provoque, Exactement. vous me parlez mal, je dis Exactement. infraction. Et ces infractions-là ont la particularité d'être résolues au moment même où elles sont découvertes. Mais oui. Et puis, donc, on part du principe que ce mec-là, il doit avoir un petit bout de chichon sur lui, c'est génial pour mes petits bâtons, hein, la bâtonnite. Lui, il a une tête de sans-papier, j'ai une chance sur 2 ou 3 de tomber sur un sans-papier, alors je vais aller le contrôler. Et c'est comme ça qu'on va produire du contrôle aux faciès en masse. Et le gouvernement le reconnaît. Hein. Il y a eu une polémique il y a quelques semaines, et ils ont clairement dit, oui, nous on fait du contrôle aux faciès pour la chasse aux sans-papiers. Enfin, un gouvernement de gauche qui dit ça, voilà, pour nous c'est hallucinant. Pour nous c'est vraiment hallucinant. Un gouvernement républicain tout court. Déjà, bon. Juger les gens sur leurs apparences. apparences. Notre seuil de tolérance a beaucoup bougé avec les gouvernements précédents, mais qu'un gouvernement socialiste en vienne à dire des choses comme ça, on est vraiment dans l'hallucination totale. C'est pareil pour la fameuse affaire que j'évoquais. L'État a été condamné en appel par le tribunal de Paris pour contrôle aux faciès. L'État se porte en cassation. Et quand on regarde son argumentaire, enfin voilà, on est absolument... Donc c'est encore une fois... Pourquoi? Quel est l'argument de l'État dans ce cas-là? L'argument de l'État, c'est à peu près celui-là. C'est à peu près celui-là, oui. On cherche des sans-papiers, alors c'est normal qu'on contrôle des Noirs et des Arabes. Ah. Donc pour des Noirs et des Arabes qui sont français, vous pouvez imaginer... Enfin voilà. Vous évoquiez dans la conversation ensemble comment ce type de contrôle à répétition sous les yeux du public qui lui n'est pas contrôlé produisait un effet d'amplification des discriminations. Vous pouvez expliquer ça parce que je trouve que c'est très intéressant. En fait, une des dimensions humiliantes du contrôle, c'est qu'il se passe sur la voie publique, au vu et au su de tout le monde. Alors quand c'est en plus dans son quartier et qu'on voit son professeur passer pendant qu'on se fait contrôler, la famille, la belle famille, quand on voit... ça rajoute énormément à la dimension humiliante. Les personnes vont systématiquement se dire il a fait quelque chose. Ils ne vont pas une seconde s'imaginer que, à moins de l'avoir vécu eux-mêmes et d'être au courant, affranchis, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population, on va se dire, il a fait quelque chose, ce type-là est bizarre. Voilà. Si demain, il y a quelqu'un que je croise et qui m'a vu me faire contrôler et que je vais solliciter un emploi dans son entreprise, j'ai 10 chances sur 10 de ne pas être pris. Forcément, c'est une association automatique. Et ça renforce les préjugés, les stéréotypes raciaux de voir tout le temps des personnes de couleur se faire contrôler. Moi, par exemple, quand je croise des personnes et je leur fais peur. Là, je provoque chez elles un mouvement de recul. Êtes grand et baraqué. Ouais, des fois je me dis ça. Mais ça, c'est plutôt valorisant. Ouais, enfin bon, c'est pas agréable. Oui, c'est pas agréable de faire peur. Ça, absolument, clairement. Absolument. Et en creusant et en échangeant indirectement avec une personne qui régulièrement avait ce mouvement de recul quand elle croisait une personne de couleur, sa justification, c'était celle-là. C'était, ils se font tout le temps contrôler, donc c'est normal que j'ai peur. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient renforcer les stéréotypes raciaux et alimenter la machine à préjugés. Déjà que les préjugés sont fondés sur l'ignorance, d'un seul coup on se dit, voilà, j'ai un élément tangible pour me dire que ces personnes-là sont suspectes. Regardez, les policiers se concentrent sur eux. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut encadrer, pouvoir mettre des chiffres pour pouvoir les comparer aux chiffres des condamnations, par exemple. Et comme ça, arriver aussi à lutter contre les préjugés. Bon, alors justement, on a une question sur le sujet. Voyons ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai une petite question à vous poser. J'aimerais savoir quels sont les recours et par quel biais et à qui doit-on se plaindre si nous subissons un contrôle arbitraire discriminatoire. Merci.
c'est assez difficile. C'est Donc, clair. Théoriquement, on peut se plaindre dans n'importe quel commissariat de police, mais vu le sujet, il y a de fortes chances qu'on se fasse renvoyer dans ces pénates. On peut, les alternatives sont de porter plainte auprès du procureur de la République, hein, et ça marche pour tous les dépôts de plainte. Donc par courrier, directement, on peut faire ça aussi. Attendez, allez pas trop vite. Donc, vous avez été contrôlé une fois, deux fois. De manière abusive, absolument. Donc, vous prenez votre beau stylo Absolument. et vous faites une plainte au procureur de la République. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Alors, il faut mettre autant que faire se peut les circonstances du contrôle et signifier qu'on souhaite déposer plainte et engager des poursuites contre les personnes. Alors, par rapport à ça, c'est assez compliqué. Déjà, c'est une rédaction à faire. Hein. Déjà, il n'y a absolument rien de simplifié. Sinon, il y a la question de l'IGPN, de la police des polices, et qui a notamment mis en place une plateforme Internet pour déposer plainte contre des policiers. Bon, c'est les voies à peu près normales. On a constaté que, déjà, sur la question du contrôle aux faciès, on est face à une résignation énorme. Dans l'imaginaire collectif, et particulièrement des populations qui sont ciblées par ce contrôle aux faciès, les policiers ont tous les droits. Donc déjà, de faire l'effort d'aller porter plainte, ça va être assez rare. Et on observe que ce sont des personnes un peu plus instruites que les autres, un peu qui le subissent de manière moins quotidienne, et que vraiment ça va heurter, et qui ont les moyens, le capital culturel pour aller porter plainte. Il y a un tamis social. Absolument, absolument. Qui fait qu'on en arrive, et qui fait qu'on en arrive à 294 plaintes en 5 ans, soi-disant. C'est quand même beaucoup. Hein. Non, mais on va remettre en doute les chiffres de Monsieur le Ministre. Mais on peut admettons qu'on le croit. 294 plaintes, mettons 300. Sur 5 ans, ça fait quand même beaucoup. Ouais, ça fait énorme. énorme. Si vous imaginez qu'il y en a 5 qui ont été contrôlés pour un qui a été se plaindre, ce qui est déjà une proportion inouïe. C'est inouï. C'est plutôt quoi la proportion comme ça, vraiment, c'est un qui va se plaindre pour 5000 qui se font contrôler abusivement. Au minimum. Et je suis très, très, très gentil. Donc, alors, s'il y en a un pour 5000 qui va se plaindre, on doit donc multiplier 5000 par 300. Ah oui, ça commence à faire mais vraiment. Et c'est pour ça que les syndicats luttent contre la traçabilité des contrôles, contre ce fameux récépissé qui pourrait permettre de quantifier, de chiffrer. Enfin voilà, tout le monde tombera de sa chaise le jour où il y a quelque chose qui va être mis en place et qui va permettre de savoir combien de contrôles d'identité sont effectués. Ah oui. C'est vraiment. Parce qu'on va tomber sur une très grande proportion dont, en fait, on choisit un multiplicateur entre celui qui porte plainte et celui qui ne porte pas plainte. Et puis, on va s'apercevoir que ça fait un très grand nombre sur une population très réduite. C'est ça, finalement, on va pas dire par rapport à 65 millions. Absolument, évidemment. Bien sûr. Les recours possibles, ils sont donc institutionnels, hein, comme j'ai expliqué, police des polices, plainte au commissariat, au procureur de la République, aux défenseurs des droits. J'ai, à titre personnel, été vraiment surpris de l'écoute du défenseur des droits. Alors que le défenseur des droits, pour moi, c'était des personnages, en plus c'était des personnages de droite et tout, donc j'avais une suspicion au départ, mais il y a vraiment une écoute et une sensibilité à ce sujet. Et j'en viens presque à croire que la fonction transforme l'homme chez le défenseur des droits, dans le sens où un monsieur comme Jacques Toubon en vient à être un de ceux qui... En tout cas, son institution est assez en pointe sur ce sujet-là. C'est une bonne voie de recours. Pour voir son recours, dans ces cas-là, aboutir, c'est bien de s'appuyer sur le défenseur des droits. Je crois que c'est sans doute la méthode la plus indolore, non? C'est la méthode la plus indolore, absolument. Après, en termes de recours, il n'y a pas que le fait de porter plainte et l'action juridique, quelque part. Moi, j'ai envie aussi d'ouvrir sur qu'est-ce qu'il est possible de faire en tant que personne quand on subit ça, quels sont nos droits. Et je pense qu'il y a un travail de formation, d'éducation populaire à faire pour que les gens sachent ce qu'ils ont le droit de faire, ce que les policiers ont le droit de faire ou pas. Et puis, le reste de la population aussi, celui qui assiste au contrôle. C'est important d'observer les contrôles, par exemple.
c'est très important d'observer les contrôles. C'est-à-dire de s'arrêter pour regarder. Exactement, pour regarder et observer le contrôle. Ça a 3 effets. Le premier effet, c'est que sous le regard des personnes, et ça marche encore mieux quand c'est une personne âgée de sexe féminin et bien blanche, ça marche encore mieux, qui observe le contrôle, le policier va moduler son comportement et son attitude face à la personne. Deuxième effet de l'observation des contrôles, c'est la possibilité de venir en soutien d'une éventuelle procédure. Parce que voilà, le simple fait d'attester ce qu'on a vu lors du contrôle peut être d'une très grande utilité à la personne qui l'a subi si elle veut porter plainte. Et le troisième élément, c'est simplement pour la personne qui se fait contrôler, sentir la solidarité de la communauté. Ah oui. C'est quelque chose de très important. De se dire, bon, ok, j'ai fait face à un salaud qui a eu un comportement abusif face à moi, fut-il policier, mais il y a aussi à côté des personnes qui sont venues dire, bon, j'ai vu, je suis prêt à soutenir si tu veux contester, te plaindre, etc. Je pense que c'est 3 choses... Là, déjà, vous venez de nous apprendre quelque chose, et je crois que c'est très important. La fonction dissuasive de l'observateur, son recours éventuel, mais pas obligatoire. N'allons pas dire à chaque personne que si elle s'arrête, elle sera forcément impliquée dans une procédure. Et le dernier élément que moi je trouve très fort dans ce que vous dites, c'est que celui qui observe, il rassure celui qui est contrôlé. Absolument. Il se sent partie prenante d'une communauté humaine, et il n'est pas à part, abandonné éventuellement à des comportements abusifs, si c'est le cas. Donc je crois que ça, ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils en tiennent bien compte, parce que vous nous avez donné une leçon là. Vous nous avez appris ce que nous pouvons faire dans cette circonstance. Parce qu'il faut bien dire les choses, dans cette circonstance, c'est vous qui faites preuve du plus grand sang-froid et de l'ouverture d'esprit la plus grande. Donc il faut que chacun d'entre nous aussi entende ça et se dire, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Absolument. Bon, alors on va continuer à écouter les revendications de la plateforme, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des choses très concrètes et qui peuvent être bien utiles pour savoir quoi faire. Absolument. Alors allez-y, on en était resté... On avait vu 3 des propositions de la plateforme, les 3 autres sont la formation des policiers, mais on en a parlé tout à l'heure avec la question de Louis. Il y a la question de modifier les critères d'évaluation et de promotion des policiers. Ça veut dire, en fait, sortir de la politique du chiffre. Et le dernier élément, et que je pense très important, c'est le dialogue, organiser un dialogue entre la police et la population. Je pense que ça, c'est un des points très importants. La question du rapport police-population, il y a énormément de travail à faire là-dessus, et il n'y en a pas beaucoup qui est fait. Alors, je connais des localités où il y a des gens assez formidables qui font ce travail-là, des policiers qui font ce travail de mise en lien, d'organiser un rapport police-citoyen, et c'est des endroits où la situation est meilleure qu'ailleurs. Mais de manière, il n'y a rien d'organisé de manière globale. Et je pense que dans ce cadre de toutes ces propositions pour lutter contre le contrôle aux faciès, c'est une très bonne occasion d'échanger, de faire un dialogue sur la police et la population sur ces contrôles d'identité. Ça intéresse tout le monde de savoir combien de contrôles sont faits dans le quartier. Ça intéresse autant ceux qui estiment en subir trop que ceux qui ont un sentiment d'insécurité. On se réunit entre policiers et population avec des chiffres, avec des éléments, et on discute, et on échange. Oui, vous avez le sentiment de subir trop de contrôles, mais c'est pour telle et telle raison. On reçoit tant d'appels pour tel délit, et donc voilà, c'est dans le dialogue et qu'il y aura une porte de sortie. C'est un des éléments qui peut être facilement oublié dans les propositions de la plateforme, mais je pense qu'il est quand même assez central. Je pense qu'il est très important. Pour la suite de ce que nous aurons à faire, pardon, M. Koulibaly, je fais une petite parenthèse politique. D'abord sur la politique du chiffre et de l'évaluation, qui est une calamité. En réalité, elle vient directement d'une conception du management dont vous savez qu'elle est très typée. Et c'est vrai, dans toutes les entreprises, on part de l'idée que l'évaluation, les bordereaux à remplir, les cases à cocher, qui sont une perte de temps considérable. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand un des syndicalistes dans le zapping disait « ouais, ça fait de la paperasse en plus ». Mais oui, ils sont déjà dans cette paperasse. Donc il y a une lutte contre
cette méthode qui consiste à gérer les gens par l'illusion d'un contrôle sur chacun de leurs actes, en pensant que de cette manière on va évaluer correctement la situation. Alors que certains éléments du travail dans une équipe, comme la confiance ou la coopération des agents entre eux, est beaucoup plus important mais est inquantifiable. Absolument, et beaucoup plus productive, mais difficile à chiffrer. Absolument. Voilà. Donc on est bien d'accord qu'il y a là une culture de tout à l'heure on parlait de culture de l'institution, mais on a introduit aussi dans cette institution une culture du management qui n'a rien à voir avec les activités considérées. Et puis après, vous avez évoqué un point que je crois très important et qui est directement politique au plus haut niveau. Dans l'idée que je me fais d'une révolution citoyenne, c'est la réappropriation par les citoyens de tous les éléments de leur vie quotidienne, que ce soit ce qu'il y a dans leurs assiettes, hein, la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, qui le produit et comment, mais aussi toutes ces relations qu'il y a dans la société, qui ne peuvent pas être des relations où moi je crois que c'est une erreur de toutes séparer. C'est-à-dire, il y a des policiers, ils font le travail de policier, consiste à contrôler tout le monde, puis après ils rentrent chez eux, c'est fini, ils changent d'habit et ils se font contrôler par d'autres, s'ils n'ont pas la bonne couleur. C'est ça. Bon, et ainsi de suite. Et que le moment où la population et l'institution, parce qu'il n'y a pas d'institution plus importante que celle où nous déléguons le pouvoir, l'autorité, la violence légitime, qui est celle de l'État, à des personnes à qui on met un uniforme. Et ben, je crois que c'est très important ce que vous avez expliqué il y a un instant. Et si on doit changer la vie dans ce pays, je pense que c'est votre méthode qui est la bonne. Il faut que les gens se mettent ensemble et qu'on parle de l'action de police comme d'une action qui concerne tout le monde. Absolument. Parce que l'action de police n'est pas faite contre la population. En principe, c'est une action qui est faite au service de la population. Donc il est normal que cet échange que vous appelez dans votre plateforme, moi je trouve ça formidable, que ce soit quand même des victimes qui viennent demander ça. Parce que là, dans ce que vous nous dites, la victime, c'est quand même vous. Oui, mais on refuse de se vivre comme victime, et donc on essaye de prendre les choses en main. Parfait. Donc c'est la lutte contre l'idée de victimisation. Absolument. Donc, et c'est très bien ça. Alors donc, attendez, moi j'apprends des choses là. Donc là, vous êtes parti sur le pied, consiste à dire, mais nous, non, on n'est pas du tout, on n'est pas victime, on veut contrôler notre police. C'est ça. Parce qu'elle est à nous. Absolument. Elle est nécessaire. J'ai une mère, j'ai des sœurs, enfin voilà, je suis capable, malgré les choses que j'ai pu subir de la part de l'institution de la police ou de policiers, je suis tout à fait capable de comprendre le rôle d'une police dans une société, et bon, ben voilà, j'ai pas de recette magique pour la remplacer ou quoi. Donc, la question, c'est pas un monde sans police. Voilà, l'idée, c'est de travailler avec la police pour l'améliorer. Et c'est totalement dans son intérêt. Hein. Lutter contre le contrôle au faciès, c'est augmenter l'efficacité policière. Vraiment. C'est travailler sur ce dialogue et ces relations. C'est mettre les policiers en capacité de venir récupérer du renseignement dans les quartiers sur des choses vraiment intéressantes, pertinentes. Créer ce climat de relations exécrables entre la police et une partie de la population, c'est se couper de tout un tas de ressources utiles à la communauté nationale. Donc on n'est vraiment pas anti-police, on est pour une meilleure police. Alors moi j'ai insisté sur l'intérêt que présente votre revendication, l'idée qu'il s'agit de créer un lien entre une institution qui appartient à tout le monde, la police. Il ne s'agit pas de la mettre au banc de la société. Je trouve que c'est une vision très concrète, très pragmatique. Et ça touche à ce qu'on appelle un peu pompeusement le vivre ensemble. Bon, tout ça sont des grands mots. Là, ce que vous proposez, vous, c'est de réparer à un endroit bien précis, ce qui empêche de vivre ensemble, alors qu'il n'y a aucune raison. Mon engagement, il vient de là. Il vient de l'envie d'agir pour le vivre ensemble, pour l'amélioration. Un des poisons du vivre ensemble, c'est la discrimination pour moi. Je suis bien placé pour le savoir. Dans le cadre de la discrimination sur le contrôle au faciès, ça me semblait un combat intéressant. C'est même pas forcément des choses qui demandent beaucoup d'efforts. C'est que du bon sens. Tout ce dont on a parlé, c'est du bon sens. La question du récépissé qui peut être un bon point de départ déjà, mais pas tout seul, pour ne serait-ce que chiffrer, quantifier le problème, c'est un décret. Hein. C'est-à-dire que c'est une décision demain, voilà, on fait un décret,
ce serait bien de commencer par l'expérimenter quelque part et puis de le généraliser en fonction des résultats. Donc tout ça, je pensais que c'était quelque chose d'assez facile. Et ne serait-ce que l'effet d'entraînement que provoque la victoire sur une lutte comme ça, et c'est pas une lutte catégorielle, c'est vraiment une lutte pour le bien commun. J'espère avoir réussi un peu à le montrer. Et oui, c'est ce qui est fascinant dans l'entretien que vous nous donnez, c'est qu'on comprend que c'est pas votre lutte personnelle ou celle de je ne sais quelle communauté. C'est une lutte pour quelque chose qui est le bien de tous. Exactement. Et donc l'idée c'est comme ça de plus généralement arriver à mieux vivre ensemble, arriver à plus d'égalité, à donner du corps à la question de fraternité. Moi, je suis président d'une association de ce quartier, qui s'appelle Pas à Pas Belleville. Voilà, une association de jeunes. Pas à pas, pourquoi ? Comme son nom l'indique, dans cette perspective d'agir déjà, d'agir chacun à son échelle, à son rythme, et que c'est comme ça qu'on transforme les choses. Alors, dans l'association Pas à Pas, mes amis de l'association vont m'en vouloir parce que j'en aurais pas beaucoup parlé, mais cette association Pas à Pas participe à cette plateforme. Alors, une plateforme, une forme non institutionnelle pour que chacun garde son autonomie, sa capacité à prendre part à telle ou telle action qui est menée par l'ensemble ou pas. Et puis, c'est ce qui permet aussi d'agréger ensemble à la fois des syndicats, des grosses associations de droits de l'homme, des petites associations comme la nôtre de quartier, des associations intermédiaires. Donc voilà, mettre ensemble cet aréopage un peu de forme et de taille très diverses, les faire travailler ensemble, c'est cette forme-là qui convient le mieux. Donc voilà, la plateforme s'appelle « En finir avec le contrôle au faciès ». On a vécu plusieurs années sans avoir de nom, mais maintenant on a décidé que c'était « En finir avec le contrôle au faciès ». Et on espère y arriver bientôt. Vous êtes très impressionnant, parce qu'à travers cette question, vous touchez à beaucoup de sujets. Et par exemple, comment faire fonctionner un grand ensemble sans écrabouiller les composants et sans que l'institutionnel écrase l'initiative. Je pense que là, peut-être que vous le savez, mais vous touchez à des questions extrêmement transversales. Ça concerne aussi bien l'action politique ou l'action même des institutions. Bon, alors, j'espère que tout le monde aura été bien impressionné. Et je vous écoutais lorsque vous avez dit de manière très pragmatique, vivre ensemble, très bien, c'est très important, par quel bout on prend, pas à pas, avez-vous dit, je trouve que c'est une... c'est bien que vous en ayez fait quasiment un slogan, parce qu'on n'oserait pas le dire. Et ça me rappelle la légende que vous connaissez, qu'on raconte, la légende du colibri dans la forêt. Alors il y a le feu dans la forêt. Et tous les animaux sont là, se tiennent la tête et discutent entre eux. Ils disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le feu avance. Ah, dit là on pourrait creuser des tranchées. Ah, dit l'autre, on pourrait appeler nos amis les éléphants pour qu'ils viennent cracher de l'eau dessus. Et tout le monde discute et pendant ce temps le feu avance. Et on voit passer et repasser un petit colibri. Les autres disent mais qu'est-ce que tu fais toi à voler là alors qu'on est en train de discuter du feu? Et il dit ben moi je me contente d'aller jeter un peu d'eau dessus et peut-être qu'à force j'arriverai à l'éteindre. Je trouve que vous êtes cette sorte de colibri qui nous oblige tous à interrompre nos colloques savants pour nous demander concrètement si la société n'a pas déjà elle-même trouvé le remède au mal, le mal que vous avez décrit qui est très insidieux parce que ni vous ni moi n'avons l'intention de mettre en cause l'existence d'une police, vous l'avez dit tout à l'heure sans ambiguïté. Pour autant, nous ne nous sentons pas obligés de multiplier les compliments pour ne pas nous rendre suspects. Hein. Vous avez raison de dire que nous n'avons pas intérêt à nous présenter comme des victimes. Je pense que là, nous avons appris quelque chose de vous, parce que la police, comme la République, nous appartient à tous. Donc je pense que là, on a reçu de vous beaucoup de leçons. Ce que je crois le plus important, c'est que ceux qui vont nous écouter, ils vont nous écouter, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils vont trouver le sujet intéressant, ou que vous ou moi, on a une tête qui leur convient. Pour le coup, là, ce sera la faveur de faciès. Hein. Mais surtout, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne bien que ce qu'on fait là, c'est très sérieux. Il y en a marre.
des contrôles aux faciès. Ils sèment un poison, un venin dans la jeunesse, quasi quotidien, insidieux, qui meurtrit, qui humilie. Et ça ne se voit pas parce que la plupart d'entre nous ne sommes jamais contrôlés. Et donc nous ne savons pas ce que subissent les gens qui le sont 3 fois, 4 fois. Et M. Coulibaly a mis beaucoup de mesures dans son propos, mais je puis témoigner, parce que je le sais, que parfois ces contrôles se multiplient et on se demande si leur objet n'est pas de provoquer la rébellion. Bon, ce n'est pas le cas général, mais que chacun comprenne bien qu'il suffit que ce soit possible pour que ce soit fait, on le sait bien. Donc je pense que si, quand il va y avoir beaucoup de grands discours sur la manière de vivre ensemble et tout ça entre nous, qu'on se souvienne qu'il y a des sujets bien précis, où on peut régler de manière bien précise le problème qui nous est posé. Bon, maintenant c'est le moment du coup de cœur, parce qu'il faut que j'en ai un, paraît-il, à chacune de nos rencontres. Là, mon coup de cœur, il est en faveur d'un film. Alors ce film, moi je suis allé le voir, mais vous ne l'avez pas vu, et vous ne pourrez pas le voir avant le mois de novembre, quand il va sortir dans les circuits. Ça s'appelle La Sociale. C'est un film de Gilles Perret. C'est pas le premier film qu'il fait, il a fait un autre qui était superbissime, qui s'appelait Les Jours Heureux, sur la façon avec laquelle avait été élaboré le programme du Conseil national de la résistance. Et là, ça parle de la sécurité sociale. Comment elle est née d'un personnage dont personne ne parle jamais, le ministre communiste qui l'a institué, Ambroise Croizat. Alors bon, vous verrez le film, bon, c'est à la Perret, il y a un fil conducteur, c'est toujours un être humain, le fil conducteur, c'est pas une institution. Bon, là, c'est un des messieurs qui a construit la Sécu. Alors, il n'est pas tout jeune, hein, mais au-delà de l'histoire, moi, ce qui m'a fasciné, c'est tout ce moment où le gars nous raconte qu'ils ont eux-mêmes créé la Sécu. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien, et ils ouvrent des bureaux, et ils commencent à recevoir et à faire les papiers pour quelque chose dont personne n'avait jamais entendu parler. On n'arrive même pas à imaginer que ce truc existe. Hein. C'est-à-dire que c'est une invention absolument magique. Chacun donne selon ses moyens. Donc personne n'est appelé à donner plus que ce qu'il peut. Mais tout le monde reçoit selon ses besoins. Bon. Si vous avez une maladie grave, eh ben vous êtes soigné, quel que soit le niveau de votre contribution. Et ce truc, évidemment, ça marche, mes amis. C'est le contraire qui ne marche pas. Et on voit comment, depuis que ça existe, tous ceux qui veulent faire du profit sur la santé, sur les différentes vicissitudes de l'existence, ont passé leur temps à essayer de déconstruire ça, à essayer de rétablir le marché pour refaire du fric. Bon, il y a des moments hilarants, vous allez voir, il y a un énergumène qui est là, qui arrive au milieu, et qui explique pourquoi la sécurité sociale, c'est un vol de masse, et qui dit qu'en fait, à cause de la sécurité sociale, en réalité, la France est un pays communiste. Et alors bon, comme ça n'a pas l'air de le troubler, l'énormité de la bêtise qu'il dit, il dit, bon, eh ben d'ailleurs, c'est pour ça que le Parti communiste ne fait plus des gros scores, parce qu'il n'y a plus besoin, le communisme est fait. Alors on voit, mais on n'arrive pas à le croire. Hein. Et vous voyez ce type qui dit ça de sang-froid, et vous vous dites, mais c'est pas possible, il le croit vraiment. Et oui, il le croit, figurez-vous. Mais ça nous permet, comme vous dites tout à l'heure, c'est très concret, quoi. Comment dire, la bêtise, ça passe par des gens qui sont bêtes. Hein. Faut toujours s'en rappeler. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fonds politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. Camarades! Les gens se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que finalement la sécu elle est fondamentale. Et que tout le monde aura un gros risque. Forcément, puisqu'on meurt. Le dernier poilu de la sécurité sociale. Un des derniers. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Bonjour la jeunesse! On était des travailleurs
Donc la sécurité sociale, c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale, ou c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement.